Bagdad aujourd'hui, une ville blessée. Qui se souvient devant ces ruines que du 8e au 13e siècle, elle fut la capitale d'une civilisation raffinée. De Bagdad, le califat abbasside étendait son influence de l'Espagne aux confins de la Chine. Ville des mille et une nuits, gardienne du savoir antique, elle traduisait Aristote, Platon, Euclide. Et puis, elle a été effacée de l'histoire par un de ces retournements tragiques que les chercheurs s'emploient aujourd'hui à comprendre. En avril 2003, Bagdad est tombée aux mains d'une coalition de 300 000 soldats menée par les États-Unis. Dans la mosquée de Kadimain, au centre de la ville, 5000 croyants sont rassemblés pour prier pour la paix. على حب أبناء العراق الطيبين المخلصين المؤمنين الصلاة على محمد وآل محمد. نعم نعم للإسلام. 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 نعم نعم للسلام. 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 Bagdad s'étend sur le long des rives du Tigre, sur l'emplacement de deux anciennes capitales, la ville perse Ctésiphone et la ville hellénistique Séleucie. Il y a plus de 1000 ans, Bagdad était baptisée Madinat al-Salam, la cité de la paix. Ce palais a été construit en 762 quand les califes transfèrent leur capitale de Damas à Bagdad, au centre du califat. La dynastie au pouvoir était celle des Abbassides, du nom du calife Abou al-Abbas qu'il avait fondé en 749. L'architecture élégante et complexe du palais abbasside porte les traces de toutes les cultures que les conquérants arabes ont adoptées, comme ce dôme d'origine persane. Les califes abbassides se sont employés avec bonheur à développer les arts et les sciences, faisant de Bagdad une cité florissante. L'islam naît en Arabie au début du 7e siècle de notre ère, d'une révélation divine de l'ange Gabriel à Mahomet, un marchand arabe.
Cette révélation est inscrite dans le Coran, qui signifie récitation. De son vivant, le prophète Mahomet impose l'islam, le mot veut dire soumission à Dieu, aux Bédouins, pasteurs nomades d'Arabie. Au nom de la guerre sainte, ses successeurs se lancent à la conquête de la Syrie, puis de l'Égypte, alors province chrétienne de l'Empire byzantin. Par 2 fois, Constantinople, sa capitale, résiste aux armées de l'islam. Elles occupent toutefois la Perse et la Bactriane en 651 et créent un empire musulman entre l'Empire byzantin et l'Empire chinois des Tang. Les conquérants musulmans imposent la nouvelle foi en Afrique du Nord et en 712 franchissent le détroit de Gibraltar et passent en Europe. Ils sont arrêtés par Charles Martel à Poitiers en 732. Les guerriers qui tombaient au combat contre les infidèles croyaient qu'ils gagnaient le paradis. Code religieux et social, le Coran règle chaque instant de l'existence du croyant. L'une des caractéristiques de l'islam est d'encourager les échanges commerciaux. Ils contribueront à asseoir l'influence de l'empire musulman. Il est écrit dans le Coran qu'Allah autorise le commerce, mais avec loyauté et sans tromper son partenaire, ce qui finalement rend le commerce non seulement licite, mais honorable. Les modalités des transactions commerciales de l'époque sont identiques à celles appliquées de nos jours au Yémen, au sud de la péninsule arabique. Par exemple, sur les marchés, un personnage est traditionnellement à la fois témoin et médiateur de chaque transaction entre vendeurs et acheteurs. Il lui revient de s'assurer de sa parfaite exécution et d'éviter qu'elle soit source d'un litige. Tu me respectes, je te respecte. On se respecte mutuellement. Donc, le bénéfice est partagé. Ils en bénéficient à part égale. C'est la loi. Ça a toujours été la loi de ce marché. Cette culture du commerce est à l'origine d'une forme de confiance entre des peuples d'origine bien différentes. Les échanges allaient bien au-delà des simples transactions sur les marchés. Il existait également des mouvements financiers très sophistiqués, couramment pratiqués à travers le monde musulman. Un document, retrouvé en 1998, a étonné les chercheurs. Ce n'était rien moins que le plus vieux chèque sur papier jamais trouvé. Certes, on connaissait déjà des billets à ordre, voire des actions, gravés sur des tablettes d'argile par des marchands de Mésopotamie et des armateurs de Phénicie. On savait aussi que des chèques sur papier avaient été émis à Bagdad, mais on n'en avait jamais retrouvé. Celui-ci émanait d'un marchand égyptien et tout indique qu'il était encaissable dans toutes les maisons de change du califat. Ce moyen de paiement, comme d'autres, porte en tête l'invocation à Dieu. Au nom de Dieu bienfaiteur, miséricordieux. Payable à l'ordre de Karim, à qui on attribue 15 dirhams. Nous savons que des marchandises étaient achetées avec des billets à ordre depuis au moins le 9e siècle, ce qui assurait la sécurité des transactions. Ce système de paiement était utilisé dans tout le monde musulman et des chèques voyageaient de ville en ville.
des chèques émis à Bagdad étaient encaissés à Cordoue, en Espagne, à 4000 km. L'adoption par les Arabes des usages financiers des peuples conquis du Moyen-Orient a permis à Bagdad de bénéficier d'un considérable essor économique. La ville des Mille et une nuits, la plus importante du monde musulman, est un bouillonnant creuset culturel où se croisent artisans, poètes, marchands, qui ont pour langue commune l'arabe. Au IXe siècle, elle supplante progressivement les autres langues locales comme le syriaque, le copte et le berbère, sans toutefois remplacer le persan qui lui a emprunté l'alphabet. La plupart des aventures racontées dans les contes des Mille et une nuits se déroulent dans Bagdad. Les héros des contes étaient empruntés aux différents peuples d'Eurasie. Aladdin était supposé être chinois. Sinbad le marin était vraisemblablement indien. Des peuples d'origines diverses se côtoyaient dans Bagdad, la nouvelle ville des califes. Les bazars débordaient de denrées provenant du bout du monde. Langues, cultures, races qui se côtoyaient et se mélangeaient concouraient à faire de Bagdad une ville cosmopolite, une métropole dynamique et colorée, sans pareil à son époque. Les historiens se sont longtemps demandé quelle était la place de Bagdad dans l'administration de l'Empire. Ils ont finalement trouvé des réponses à leurs interrogations dans un ouvrage intitulé « Géographie » d'Al-Yacoubi. Il révèle, par exemple, que le siège de l'administration de l'Empire était situé sur la rive droite du Tigre, à l'endroit où se trouvait une gigantesque construction circulaire que les Bagdadis avaient baptisée la Cité Ronde. Le professeur Jacob Lassner l'a reconstituée d'après les documents d'époque. 30 ans de recherche lui ont permis de conclure qu'elle était bien l'épicentre du pouvoir politique et religieux, le lieu d'où le calife gouvernait l'Empire. Al-Mansour a choisi la forme circulaire pour la raison suivante. Si l'on se trouvait au centre du cercle, on était à une distance égale de tout point du cercle, alors que si l'on était au centre d'un carré ou d'un rectangle, les distances seraient inégales par rapport au centre. Ce que cela signifie, c'est l'idée de centralisation du pouvoir qui se construit sur le concept de la cité circulaire. Et s'il y a quelque chose que les Abbassides ont accompli durant leur califat, sûrement au début, c'était de mettre en place une administration hautement centralisée. Centralisée pas seulement dans sa manière de gouverner, mais aussi en termes de symboles visuels, de façon à ce que la cité circulaire autour d'Al-Mansour soit le symbole visuel de la centralisation de la puissance abbasside. Il semble qu'une structure bureaucratique très complexe existait sous le califat. Selon Al-Yacoubi, 10 ministères étaient situés au sein de la Cité Ronde, dont ceux de l'information, de l'armée, des impôts et des lois. Le but étant bien entendu que le calife bénéficie d'un ensemble résidentiel d'où il pouvait commander à son administration, à ses fonctionnaires et à son gouvernement, sans jamais avoir à sortir d'une enceinte à l'intérieur de laquelle il était parfaitement en sécurité. L'emplacement exact de la Cité Ronde n'avait jamais été vraiment localisé par les archéologues. 2 chercheurs japonais
ont tenté de le faire en se fondant sur les études du professeur Lassner. Naoko Fukami, historienne de l'architecture islamique, et le géographe Hidehiro Soma ont exploré de multiples sites eurasiens à partir de données satellites. Sur cette image, on aperçoit le Tigre qui traverse la ville. C'est sur sa rive occidentale que, d'après les documents anciens, se situait la cité ronde. Ces textes la décrivent entourée de canaux. Les archéologues ont recherché leurs traces. Cette ligne blanche s'étire jusque-là. Je pense qu'il s'agissait probablement d'un quai. La ligne noire, sur la droite, est plutôt étroite et en contrebas. Je suis sûr qu'il s'agissait d'une voie d'eau, sans doute un canal. La ligne du canal se prolonge de ce côté-là. Voilà le schéma que cette image nous permet de déduire. L'examen des images satellites a permis de mettre en évidence un réseau de 4 canaux qui partent du Tigre. Leur tracé délimite une zone sur la rive droite du fleuve. La cité ronde serait située dans ce périmètre, entourée par les 2 canaux centraux. On sait par les chroniques anciennes qu'il existait un lieu saint proche de la cité ronde appelé Mintaka. Mintaka est le nom d'un quartier du Bagdad d'aujourd'hui où se trouve la mosquée Barras. Plusieurs fois reconstruite au cours des siècles, cette mosquée est bâtie autour d'une source que les habitants estimaient sacrée. Les croyants se réunissent autour de la pierre noire pour s'asperger. Les chroniques anciennes mentionnent ce quartier comme lieu de pèlerinage. Tous ces éléments laissent supposer que la cité ronde se situait au voisinage de cette mosquée. D'après les chercheurs, le diamètre de la cité ronde ne mesurait pas moins de 2 km. Elle se trouvait donc bien là, proche de la mosquée et entourée des canaux. C'était le seul emplacement susceptible d'accueillir une construction de son importance. Bagdad était le point de départ de 4 routes terrestres. Si on partait vers le nord-est, on arrivait en Iran. Vers le nord-ouest, on arrivait en Syrie. Vers le sud-ouest, on allait à la Mecque. Et si on partait vers le sud-est, le long du Tigre, on arrivait au golfe Persique. Vous savez, pour que la ville jouisse d'une longue prospérité, on l'a surnommée la cité de la paix. Le calife s'est projeté dans l'avenir. Lorsqu'il a fondé cette ville, il a choisi un emplacement propice à une longue prospérité. Seule une reconstitution en images virtuelles peut donner une idée exacte de ce à quoi ressemblait la cité des califes. Entourée d'une enceinte de 18 mètres de haut et longue de 7 km, les bâtiments abritaient l'administration du califat qui entretenait environ 30 000 fonctionnaires et soldats. Au centre de la cité se dressait le dôme du palais du calife, chef spirituel, temporel et commandeur des croyants. Quoique gardien de la loi, il s'en affranchissait allègrement. Des poèmes ont chanté l'atmosphère érotique et bachique qui régnait dans le palais. On disait que ce cavalier placé au sommet du dôme indiquait la direction où des troubles se produisaient. La légende voulait aussi que le calife ait possédé un miroir magique capable de lui renvoyer l'image des lieux les plus éloignés du califat. Il était naturellement l'homme le mieux renseigné du royaume.
car nuit et jour convergeaient vers lui des norias de cavaliers chargés de lui rapporter des informations depuis les régions les plus reculées. Le manuscrit d'Al-Yaqoubi qualifie Bagdad de carrefour du monde. Des 4 portes de la ville partaient 4 routes vers les provinces les plus lointaines du califat. Elles étaient les principales voies d'un commerce indispensable à la prospérité de l'Empire. Les caravanes qui allaient vers la Méditerranée passaient par les ruines de la cité légendaire de Palmyre, au milieu du désert de Syrie. Dans cette île de Birka, les Arabes venaient chercher l'ambre. Alors qu'à cette époque, la région appartenait aux Vikings. Fins navigateurs, pirates et pilleurs. Lager 14 utanför där också. Det som Karin är på väg in. Ja, lager 14. Och sen då? Så skulle vi ha en... À Birka, les archéologues ont exhumé, entre autres vestiges, des pièces de monnaie en argent, frappées à Bagdad. L'ampleur de la découverte, des milliers de pièces, rappelle l'importance des échanges commerciaux et des relations entre Arabes et Vikings. L'utilisation de la monnaie était généralisée dans le monde musulman. Elle avait un nom, le dirham. En ce qui concerne la monnaie, les musulmans étaient en avance par rapport aux Vikings, qui accordaient plus de valeur au métal d'argent qu'aux pièces de monnaie elles-mêmes. Mais pour pouvoir commercer avec les marchands musulmans, ils durent s'adapter à leurs règles. Venant de Bagdad, ces pièces de monnaie portaient naturellement l'inscription Madinat al-Salam, cité de la paix. La comptabilité du califat était tenue dans de grands registres. Ces revenus comprenaient l'impôt foncier et les taxes sur les marchandises auxquelles étaient astreints tous les sujets. Les non-musulmans, qui n'avaient pas accès aux postes administratifs, étaient soumis à des impôts supplémentaires, tels que la capitation. Alors que le pouvoir abbasside conforte le statut du califat, un conflit se profile à l'est. Tandis que les Arabes poussent leur conquête en Asie centrale vers la Chine, l'armée chinoise des Tang se mobilise pour défendre ses frontières. En 751, les deux armées s'affrontent sur les rives du Talas, au nord de la Kirghizie. Un poème épique kirghize évoque la terrible bataille.
Malgré leur succès, les armées arabes ne pousseront pas leur conquête vers l'Est, tandis que jamais plus les armées chinoises ne s'aventureront aussi loin vers l'Ouest. La paix revenue coïncide avec la découverte en Perse par les Arabes des secrets de fabrication du papier. Inventé par les Chinois, le papier est arrivé en Perse avec les caravanes des Sogdiens, habitants de Boukhara et de Samarcande. C'est à Chang'an, alors capitale de la Chine, qu'a été inventée l'impression sur papier. La technique chinoise gagnera le Japon, qui imprimera le premier livre de l'histoire, le Sutra du Lotus, en 759. Samarcande, en Ouzbékistan. Dans cette fabrique, on a reconstitué le procédé utilisé au temps des Abbassides pour fabriquer le papier. On partait des fibres végétales telles que le chanvre ou le coton, ou à défaut de fibres brutes, de chiffon. Ils étaient décolorés à la chaux et bouillis jusqu'à ce qu'ils se transforment en pâte. On décomposait les fibres au mortier. Une colle à base de peau d'abricot était mélangée à cette pâte. Étalée et séchée en fines couches, elle donnait des feuilles de papier. Le papier fait à base de chanvre est très solide, un peu entre la soie et le coton. Le papier de Samarcande s'est répandu en Iran, Irak et de fait à Bagdad. Jonathan Bloom, expert en papier arabe, estime que la découverte de sa fabrication a bouleversé les relations commerciales et l'administration politique du califat abbasside. Jusqu'alors, les Arabes écrivaient à l'encre sur du parchemin fabriqué à partir de peau de mouton ou de chèvre. L'encre était fabriquée à base de suie diluée à l'eau, ce qui signifie que les écrits pouvaient être effacés. Il suffisait de frotter le parchemin avec un tissu humide. L'effacement accidentel ou la falsification des écrits administratifs et commerciaux était un problème récurrent. L'utilisation du papier a supprimé ces inconvénients. L'encre pénètre dans les pores entre les fibres et s'infiltre dans le papier. C'est un avantage si l'on veut éviter la falsification de documents. Lorsque les scribes désiraient une surface plus lisse et ne voulaient pas que l'encre sèche, ils apprêtaient le papier de manière à ce que l'encre reste en surface. L'administration de l'Empire exigeait de conserver les documents. La découverte du papier a effectivement permis leur archivage.
La fabrication du papier a renforcé le système bureaucratique et conforté le pouvoir centralisé du califat. Il a permis au savoir de se répandre et surtout, il a joué un rôle déterminant dans la propagation de l'islam. On a découvert en 1972 des fragments d'un exceptionnel volume d'un ancien Coran caché dans le plafond de la grande mosquée de Sanaa au Yémen. Les fragments du texte sacré remontent à l'an 700. Ils n'ont pas pu brûler le parchemin sacré du Coran, même s'ils ne l'utilisaient plus. Ce qui explique pourquoi il a été conservé à l'abri dans le plafond de la grande mosquée. Si aujourd'hui nous voulions écrire le Coran sur du parchemin, nous aurions besoin d'environ 300 peaux de mouton. Ce serait une tâche impossible. Le papier a pris le pas sur le parchemin et le parchemin a été considéré comme appartenant au passé. L'utilisation du papier a entraîné une rapide augmentation des exemplaires du Coran en circulation. Amplifiés par une diffusion importante, ces préceptes ont contribué à la fois à l'évolution religieuse du califat et à cimenter son unité. Dans le califat, on entreprend de recopier sur du papier, outre les textes théologiques, ceux des auteurs anciens jusqu'alors reproduits sur papyrus. Tous les livres de l'Antiquité sont systématiquement recopiés dans leur langue d'origine. Le calife Mamoun lance dès 813 la traduction du grec vers l'arabe d'Hippocrate et Galien, de Ptolémée et Euclide, de Platon et des Stoïques, inconnus en Europe occidentale. On traduit aussi les auteurs indiens et perses inventeurs de l'algèbre et on introduit les chiffres hindous que nous appelons arabes. On invente la géométrie analytique moderne. La culture arabo-persane enrichit l'héritage ancien en médecine. En astronomie, on détermine la longueur de l'année solaire. Bagdad devient la gardienne du savoir antique qu'elle transmettra à un Occident qui lui doit la Renaissance. Ce document était un catalogue recensant ouvrages religieux, philosophiques, mathématiques, d'astronomie et de médecine. Il répertoriait également de nombreux classiques grecs traduits en arabe, comme la physique et l'éthique d'Aristote. L'effervescence intellectuelle du moment donne naissance à de grandes bibliothèques dans l'ensemble du monde arabe. Dans le monde musulman médiéval, il existait d'importantes bibliothèques. Les souverains en possédaient d'immenses. Par exemple, à Cordoue, en Espagne, nous savons que la bibliothèque était conçue sur le modèle de celle de Bagdad et qu'elle contenait 400 000 ouvrages. À Bagdad, les bibliothèques recelaient des centaines et des centaines de milliers de livres, et au Caire, on dit que la bibliothèque en contenait des centaines de milliers. Cette situation était totalement différente de ce qui se passait en Europe au même moment, car là-bas, on conservait les livres dans les monastères, et un monastère comptait au mieux 5 ou 10 livres, et peut-être une centaine pour quelques autres.
La meilleure bibliothèque d'Europe au Moyen-Âge était à l'Université de Paris, dont le catalogue comptait 3000 livres. Mais il en manquait la moitié. La médecine avait atteint un niveau incomparable. Le chef de l'école de médecine était Ali Abou Ibn Sina, ou Avicenne, un persan originaire de Bukhara. L'Europe bénéficiera de ses observations cliniques et de leur systématisation. Il était également un commentateur d'Aristote. Son ouvrage, Le Canon de la médecine, était le traité de médecine le plus avancé de l'époque. Cette représentation de l'anatomie humaine était basée sur des dissections alors interdites en Occident. Cette médecine d'avant-garde est à l'origine de la généralisation de la construction d'hôpitaux dans le califat, une invention iranienne. L'hôpital Al-Nouri, en Syrie, construit il y a 7 siècles, est aujourd'hui un musée de la médecine. Il permet de comprendre comment était organisé autrefois un hôpital général. Comme dans les hôpitaux modernes, il regroupait de nombreux services: chirurgie interne, obstétrique, psychiatrie. Les installations permettaient l'hospitalisation de malades dont le traitement nécessitait des séjours de longue durée. Les chirurgiens utilisaient ce type d'instrument. Au fur et à mesure de l'évolution des connaissances anatomiques, ils pratiquaient des interventions de plus en plus complexes. Une éponge imbibée d'une solution à base de pavot était utilisée pour l'anesthésie. Cette tunique de chirurgien était ornée de versets du Coran pour rappeler que temporel et spirituel vont de pair. Cette clinique de quartier, où les consultations sont gratuites, a été créée après la guerre d'Irak à l'initiative de riches donateurs. Ces structures médicales jouent un rôle important car très souvent les hôpitaux publics sont dans l'incapacité d'assurer leur mission. Le financement de cliniques par des fonds privés existe depuis plus de 1000 ans grâce à un système inspiré des préceptes de charité du Coran. Il s'agit d'institutions appelées waqf, ce qui signifie dédier ses biens. Elle gère ces biens dont l'usufruit est affecté à des fondations pieuses telles que monastères, écoles coraniques et hôpitaux. Ce système est à l'origine d'un considérable patrimoine collectif. Akram Hassan Oulabi, chercheur syrien, est un spécialiste des waqf. Il a porté en particulier ses recherches sur l'hôpital général de Damas. Il s'est intéressé à des inscriptions situées dans sa cour intérieure. C'est un verset du Saint-Coran qui encourage les donations aux hôpitaux et aux œuvres de charité. Il y est dit que l'hôpital dépend des dons faits par les marchands locaux. Il y a près de 700 ans, les riches marchands de la région faisaient effectivement des dons à l'hôpital, dont l'activité était assurée par les profits réalisés avec le waqf. Les marchands qui occupaient les échoppes sur le marché donnaient de l'argent
pour le Waqf qui servait à l'entretien de l'hôpital, de l'école coranique et du couvent voisin. Il supportait les dépenses de nourriture, de vêtements, bref, tout le nécessaire au fonctionnement de l'hôpital. Ce bâtiment, appelé Maison de la Charité, appartient aujourd'hui à une institution caritative, héritière d'un très ancien passé. Cet homme fait don de 500 livres syriennes à l'administrateur, ce qui représente plus ou moins 10% de ses revenus. C'est bien de faire des dons, même s'ils ne sont pas importants. Dieu nous les rendra au double dans l'autre monde. Le Waqf fonctionnait dans tout le monde musulman comme un système d'aide mutuelle qui participait à l'économie des villes. Il ne servait pas uniquement à entretenir l'hôpital et les institutions caritatives. Les dons bénéficiaient aussi aux mosquées autour desquelles les villes se développaient. En fait, le califat lui était redevable d'une forme de consensus social. L'hôpital central de Bagdad se trouvait à 3 km au sud de la cité ronde. On y construisit un caravansérail bordé d'un marché en plein air. Nombreux dans la ville, les marchés étaient riches des produits en provenance des 4 coins du monde. Les échoppes des artisans, rassemblées par corporation, étaient regroupées autour des mosquées. Les marchands auraient financé la construction et l'entretien de quelques 300 mosquées autour de la cité ronde. Proches de ces mosquées s'élevaient des centres commerciaux qui réunissaient plus d'une centaine d'échoppes. Plus les commerces prospéraient et plus les services destinés aux pauvres et aux faibles étaient efficaces. Avec le marché, la mosquée est un des 2 éléments essentiels de la structure de la ville musulmane. Elle est non seulement lieu de prière, mais aussi le siège de l'enseignement, de la justice et centre politique. Bagdad était heureuse et ne semblait pas voir venir le malheur. Après 5 siècles de grandeur, endormie dans son confort, affaiblie par des luttes internes, elle allait brusquement s'effondrer. Au XIIIe siècle, 12 000 cavaliers mongols, conduits par Hulagu, petit-fils de Gengis Khan, déferlent sur la ville, assiègent son million d'habitants pendant 17 jours. La ville tombe, les Mongols mettent à sac la prestigieuse cité ronde. La chronique rapporte que les eaux du Tigre furent souillées 2 fois, une première par le sang des victimes et une seconde par l'encre des documents vandalisés. C'est la fin de Bagdad comme capitale du califat. Plus jamais elle ne retrouvera son éclat intellectuel, ni sa magnificence. Son héritage n'a toutefois pas totalement disparu. Une partie du savoir recueilli par les califes s'est transmis à l'Occident.
De nombreux ouvrages classiques grecs seront retraduits de l'arabe vers le latin. C'est donc grâce aux intellectuels arabes que les auteurs de l'Antiquité ont été révélés à l'Europe occidentale. Par exemple, le canon de la médecine d'Avicenne, rédigé en arabe, a été traduit en latin. Il sera enseigné pendant 4 siècles dans toutes les universités européennes. De même, l'œuvre complète d'Aristote sera traduite et abondamment enseignée et commentée dans l'Occident tout entier. C'est la fin du Moyen Âge. Bagdad aujourd'hui. On ignore comment ses habitants vont retrouver la paix, reconstruire leur ville, et s'ils y parviendront jamais. Le cœur se serre en évoquant ce que fut, il y a un millénaire, par la grâce d'un islam ouvert sur le monde, l'une des plus brillantes métropoles de l'histoire de l'humanité. Cette civilisation, cette ville, qui avait atteint un si haut degré d'intelligence, de beauté et de richesse, peuvent-elles aujourd'hui retrouver cette inspiration à laquelle l'Occident doit tant ?